Eh bien, bonjour à tous. J'ai laissé un peu de temps aux connexions de se faire, donc j'espère que votre audio est bien connecté en fait dans ce Zoom. Donc, je vous souhaite en fait la bienvenue à cette soirée de consultation citoyenne concernant les odeurs dans le secteur Urbanova. Mon nom est Audrey Clément-Robert et je suis conseillère en communication à la Ville de Terrebonne et j'animerai cette rencontre. Donc, pour votre information, cette soirée sera enregistrée et diffusée sur le site web de la Ville ultérieurement. Donc, vous pourrez la consulter là, comme ça à nouveau. Et si vous connaissez quelqu'un en fait qui voulait participer ce soir et qui n'est pas disponible, bien, vous pourrez lui envoyer le lien ou lui dire tout simplement que c'est en ligne et la personne pourra avec vous suivre le tout. Et je tiens aussi évidemment à préciser qu'en raison de la pandémie actuelle, eh bien, la logistique respecte en tout point les directives émises par le gouvernement du Québec. Donc, les participants sont dans des lieux distincts où respectent la distanciation sociale de 2 mètres. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule la soirée. En fait, M. Marc-André Plante prendra d'abord la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Par la suite, M. Stéphane Larrivée, qui est directeur général adjoint développement durable, prendra la parole pour vous présenter l'état de la situation. Également, si vous êtes peu familier avec Zoom, il est possible en fait de changer, pour votre information, la façon de voir l'écran, la façon dont c'est affiché pour bénéficier en fait le plus possible de l'information. Donc, normalement, j'ai partagé mon écran, donc vous devriez être capable d'être en mesure de voir la présentation sur votre écran. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, mais pour votre information, toutes les questions citoyennes seront prises à la fin là, donc, de la présentation. Je vous expliquerai comment on va fonctionner là, un peu plus tard. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je laisserai maintenant la parole à M. Marc-André Plante. Alors, bonsoir à tous. Je veux vous remercier tout d'abord, chers citoyens, d'être avec nous pour cette rencontre d'information qui va permettre donc à notre directeur général, puis aussi accompagné de la direction du génie et de l'environnement, donc de pouvoir brosser un portrait puis faire en sorte que chacune de vos questions et préoccupations soit répondue ce soir dans le cadre de cette séance. Vous savez, cette rencontre a été convoquée par votre conseiller municipal, M. Serge Gagnon, qui devait prendre la parole en introduction ce soir. Je tiens à excuser sa présence parmi nous ce soir pour la raison suivante. M. Gagnon accompagnait donc sa conjointe pour une opération assez importante aujourd'hui qui devait normalement se terminer un peu plus tôt cet après-midi, mais qui s'est prolongée. Alors, M. Gagnon a donc été dans l'obligation, pour de bonnes raisons, évidemment, là, de demeurer avec sa conjointe. Donc, pour toutes ces raisons, je prends le relais. Je suis accompagné ce soir de M. Yann Maisonneuve, qui est conseiller municipal aussi et président de la Commission de l'environnement et du développement durable. Cette rencontre ce soir est beaucoup parce que plusieurs d'entre vous, notamment au cours des dernières semaines, avaient soit transmis des questions ou des préoccupations quant à l'enjeu des odeurs liées à l'usine d'assainissement des eaux usées, la STEP Lapinière, mais aussi des préoccupations quant au processus et au cheminement quant à l'arrivée d'une nouvelle usine d'assainissement des eaux usées dans le secteur de façon à correspondre aux objectifs, aux orientations déjà de la Ville de Terrebonne. Alors, ce soir, M. Larrivée tentera au meilleur de toutes ses connaissances, mais aussi au plan technique, de vous donner le maximum d'informations et de répondre à vos questions. Si jamais il y a des questions qui exigent vérification, celles-ci pourront être assurément faites après la rencontre. Alors, je veux vous remercier tous et chacun d'être avec nous ce soir. Mais surtout, je vais vous dire que toute l'organisation municipale est mobilisée de façon à d'abord atténuer les effets de cette usine d'assainissement des eaux usées, mais surtout de mettre le plus rapidement possible en chantier la nouvelle usine conformément aux directives émises aussi par le ministère de l'Environnement. Alors, merci à tous d'être avec nous ce soir dans une rencontre virtuelle. Plusieurs d'entre vous, vous y êtes habitués. Et je pense que c'était la meilleure formule aussi ce soir, là, de façon à vous mobiliser. Alors, salutations à tous et je souhaite donc
la parole donc à Mme Clément Robert là, pour la suite de cette rencontre. Merci et bonne rencontre. Merci, M. Plante. Donc, effectivement, là, juste avant de poursuivre avec la présentation de M. Larrivée, je vais vous expliquer brièvement comment se déroulera la période de questions. Comme ça, vous allez pouvoir vous y préparer. Mais n'ayez crainte, si vous n'avez pas tout retenu ce que je vais dire, il y aura une diapositive, en fait, qui va bien expliquer tantôt, mais je vous mets déjà quand même dans l'esprit. Donc, lorsque nous serons rendus à la période de questions, vous serez invités à cliquer sur le bouton « Participant » qui se situe au bas de votre écran. Donc, au bas de la colonne, vous avez le bouton « Lever la main » et en cliquant, je pourrai voir que vous avez une question. Donc, je lirai à ce moment-là votre nom, celui qui apparaîtra à l'écran. Donc, et vous pourrez formuler votre question une fois que j'aurai activé votre micro et l'un des représentants de la Ville, bien entendu, vous y répondra. Puis, sachez, si jamais il y a un problème avec votre micro, là, pas de panique, nous prendrons aussi là, les questions là, dans la section clavardage. Donc, sur ce, je cède la parole maintenant à M. Stéphane Larrivée. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent puis de nous laisser la chance de vous présenter un petit peu tout ce qui est source d'odeur qui vous dérange depuis quelque temps. On en est bien conscient. Puis, juste avant de commencer la présentation, j'ai pris sur moi de présenter parce que je suis ingénieur de formation, j'ai été à la direction du génie pendant plusieurs années. Je me suis occupé de la nouvelle usine. Je connais un peu la façon dont l'usine actuelle fonctionne. Aussi, dans ma carrière, pendant plusieurs années, 7 ans, en fait, j'ai opéré moi-même une usine de traitement d'eau usée dans le coin de Québec, là, dans la région de l'Aubinière. Donc, je suis à même de comprendre et d'essayer d'expliquer, en tout cas de vulgariser, parce que c'est quand même un système de traitement d'eau usée, c'est quelque chose qui est assez complexe. C'est une machine qu'il faut bien comprendre. Alors, je vais essayer de le vulgariser le plus possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la présentation moi-même. Évidemment, dans l'opération quotidienne de l'usine de la station Lapinière, je suis un peu moins familier. Alors, c'est pour ça que je suis accompagné à ma gauche de M. Louis-Jean Caron, qui est chef de division hygiène aux travaux publics, pour m'aider à répondre à vos questions à la fin. Puis de toute façon, si jamais je ne suis pas capable de répondre, on ne peut pas répondre, ni moi, ni M. Caron, bien à ce moment-là, on vous invitera à nous faire la demande par écrit, puis on va vous revenir avec les réponses. Donc, la rencontre, elle se divise en 3 grands thèmes. Évidemment, il y a la 4e période de questions, là, mais la rencontre comme telle se divise en 3 grands thèmes. Les sources d'odeur. Je sais, je passe par là souvent, j'ai même déjà habité dans ce coin-là. Je comprends qu'il y a des sources d'odeur, mais on veut quand même vous expliquer un petit peu les sources d'odeur qui sont potentielles dans le secteur. Le 2e point, on va regarder quels sont les facteurs amplifiants. C'est-à-dire, oui, il y a des odeurs, mais qu'est-ce qui fait que c'est si pire que ça à certaines périodes? Et le 3e, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les actions qu'on a prises jusqu'à maintenant? Quels sont les contrôles qui ont été mis en place pour le plus possible contrôler l'émission de ces odeurs-là? Alors, je vais commencer par la première ou la suivante, en fait. Rapidement, le but, là, c'est vraiment d'expliquer quelles sont les sources d'odeur. Puis vous allez voir, là, je les mets dans l'ordre de vraiment ceux qui sont les plus prépondérants. À l'image, on voit en haut à droite une ellipse. Donc, ça, c'est la localisation des étangs Lapinière. Donc, si vous pouvez vous situer, on voit l'autoroute 640. Donc, évidemment, c'est la source principale. On en est bien conscient. L'autre élément, peut-être le grand rond, qui est situé plus à gauche, c'est le parc industriel. Je vais vous expliquer tantôt, vous allez voir que
il ne faut pas négliger ce parc industriel-là qui est quand même assez important au niveau de la génération des odeurs. Puis vous allez voir sur deux axes, là, mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Le troisième élément qu'il faut considérer aussi dans la source d'odeur, c'est l'ellipse en bas. Donc, c'est à Ville-de-Laval où il y a eu aussi une usine de traitement des eaux usées qui peut être une source d'odeur dans la région, surtout avec les vents dominants qui s'en vont vers l'ouest. Et le dernier, c'est celui, le rond là, qui est dans le milieu, le plus petit. On parle de milieu naturel, on a identifié celui-là, mais c'est des marais. Donc, quand il y a de l'eau stagnante, on va le voir un petit peu plus tard, mais quand il y a de l'eau stagnante, il peut arriver aussi qu'il y ait des odeurs qui se dégagent de ces marais-là. Mais essentiellement, le but, ce n'est pas de dire que c'est les marais qui génèrent les odeurs, pas du tout. C'est juste d'expliquer parfois qu'il peut aussi y avoir d'autres sources d'odeurs. Alors, on va passer peut-être à la prochaine. Donc, l'usine, hein, c'est la principale source. Évidemment, une des problématiques, c'est la quantité de polluants qui rentrent à l'intérieur de l'usine. Présentement, l'usine, au niveau de sa conception, au niveau des rejets, on est correct. Cependant, quand on a écrit à l'entrée, c'est égaux ou supérieur à la capacité, c'est qu'on vit une problématique avec les industries. Les eaux municipales, en général, tout ce qui rentre, c'est relativement constant au niveau des charges polluantes. Mais quand on arrive à considérer les industries, eux nous amènent des pointes où tout d'un coup, ils nous acheminent énormément de charges polluantes, ça redescend. Ça revient, ça redescend. Et c'est un parc industriel, donc il n'y a pas juste une usine, il y en a plusieurs. Donc, on a un contrôle beaucoup plus difficile à avoir sur ce qui rentre à l'usine comme telle. Je veux quand même souligner que la station, malgré les pointes, les normes de rejet, donc une fois que le traitement est terminé, on retourne l'eau à la rivière des Belle-Îles, qui est au sud, et les rejets sont, on rencontre les normes. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé à quelques reprises pour toutes sortes de raisons, un bris ou quoi que ce soit, qu'il y a eu des dépassements d'un paramètre ou l'autre, mais en général, malgré le fait qu'à l'entrée, on reçoit des charges polluantes qui sont avec des pointes et qui ne sont pas uniformes, on réussit quand même à avoir un rejet à la rivière qui est conforme. L'autre chose, c'est une vieille technologie. En fait, c'est des bassins qui datent du milieu des années 90, même un petit peu avant. À l'époque, il y avait une grande... le gouvernement du Québec avait mis en place la Société québécoise d'assainissement et avait financé en grande partie l'ensemble des stations de traitement pour les municipalités du Québec. Donc, on faisait partie de ces travaux-là de la Société québécoise de l'époque. Alors, c'est une technologie qui, oui, qui est fiable, mais aussi avec les nouvelles normes environnementales qui, tranquillement, est dépassée. Donc, on pourrait passer à l'autre diapositive. Le secteur industriel. Dans le parc industriel, on a des entreprises agroalimentaires qui génèrent beaucoup de charges polluantes et toute autre sorte d'industrie aussi. Puis, on sait qu'ils sont présents dans le quartier industriel qui achemine les eaux, évidemment, à l'usine. Les industries, il faut faire attention, ils ont deux sources de pollution. Ils ont leur source propre à elles, c'est-à-dire qu'ils peuvent générer des odeurs de par leur production. Une des industries a son propre système de traitement d'eau usée qui peut générer aussi des odeurs. Donc, au niveau atmosphérique, au niveau de ce qui sort du parc industriel directement, il peut y avoir des odeurs. Puis je vous dis, je passe là assez régulièrement sur la 640. Puis généralement, je perçois les odeurs, je sais que c'est l'usine, mais il m'est arrivé quand même assez souvent de percevoir aussi des odeurs que, oh, ça, c'est pas l'usine, ça vient vraiment du parc industriel. On est capable de distinguer quand on est habitué. C'est sûr, comme je dis, j'ai opéré une usine pendant plusieurs, 7-8 ans. À un moment donné, on développe
ce genre de choses-là. L'autre élément, dans le deuxième point, j'ai odeur provenant des rejets atmosphériques et des eaux rejetées qui contribuent au problème d'odeur. Alors, ce que j'expliquais tantôt, quand l'eau rentre à l'intérieur de l'usine, on a des pointes. Donc, ils peuvent générer des odeurs, oui, de l'usine, mais tout leur rejet au niveau des égouts, ça s'en va dans les égouts, on les pompe, ça s'en va à l'usine de traitement, et c'est là qu'on reçoit les pointes qui sont difficilement contrôlables. Évidemment, certaines usines, on les connaît. On en connaît une avec laquelle on a une entente, mais il y en a d'autres. On en a découvert une autre récemment. Puis ça, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, c'est d'essayer de trouver celle qui envoie des polluants. Donc, ça devient un petit peu difficile. Quand on en attrape une, bien, on la sensibilise. Ils peuvent se réajuster. Sinon, on a des discussions avec eux pour que, justement, ils puissent se réajuster. Ce qui m'amène au troisième point, l'application des règles et entente sur l'assainissement. Donc, on a une entente avec une usine, c'est Tergel, c'est connu, c'est public. On a une entente avec elle. Elle traite ses eaux. Dans l'entente, on a dit, tu vas faire un système de traitement d'eau. Elle a certaines problématiques, ce n'est pas encore tout à fait à point, mais on s'assure, parce qu'on a une entente avec cette entreprise-là, que leurs démarches se font, mais il y a encore des problèmes, puis ils nous envoient encore des charges polluantes. Et la réglementation sur l'assainissement. Donc, il y a une réglementation qui existe au niveau de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Il y a une réglementation qui dit que tu ne peux pas rejeter plus que tant de polluants selon les critères et qu'il nous permet, nous, justement d'intervenir auprès des industries fautives quand on les trouve pour leur expliquer qu'il y a une réglementation, ils ne peuvent pas rejeter. Donc, la source qui provient du secteur industriel nous est assez dommageable au niveau de l'usine de traitement des eaux. On peut peut-être passer à l'autre. Bon, au niveau du voisinage, comme je l'expliquais tantôt, il y a l'autre station à proximité qui peut être un effet. Et les milieux humides, je ne passerai pas beaucoup de temps parce que ce n'est pas nécessairement le point, mais c'est quand même important. Les milieux humides, comme je disais, un marais, c'est de l'eau stagnante. Il pourrait arriver que vous vous promeniez le long de la Transterbonne, puis si vous longez un marais, il est possible qu'il y ait aussi des odeurs qui soient rattachées à ces milieux humides-là. Donc, c'est de l'eau stagnante, il peut y avoir une réaction qui soit naturelle, puis qui puisse émettre des gaz dans l'air, qui fait en sorte que, bon, on pourrait percevoir ces odeurs-là. On passe à la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'on le sent? Qu'est-ce qui fait que c'est désagréable? Alors, les odeurs proviennent principalement, bon, c'est deux gaz qui se font naturellement, c'est les composés organiques volatiles. Ça, c'est une multitude de gaz, il y en a plein, mais celui qui est le plus prépondérant, c'est le H2S, donc le sulfure d'hydrogène. Puis c'est lui qu'on va sentir beaucoup plus. Juste pour qu'on ait une idée là, de qu'est-ce que ça peut être comme perception, c'est un gaz qui est facilement perceptible. Donc, à des concentrations de 0,13 ppm, donc c'est des parties par million. Quand on regarde la flèche de droite ou du centre, là, à partir de 0,13 ppm, on décèle. On décèle déjà des odeurs. La graduation se fait facilement détectable à 4,6, à 10 début d'irritation des yeux, puis etc., etc., etc. Juste pour vous dire, il y a des appareils, on a des appareils de lecture du H2S à l'usine. Quand on se promène autour, à l'air ambiant, là, mais autour de l'usine, on est en bas de 1. Donc, les lectures sont toujours en bas de 1. Lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, parce qu'à l'intérieur du bâtiment, toutes les eaux qui arrivent dans les bassins rentrent par le bâtiment et par la suite est acheminée vers les bassins qu'on voit à l'air libre. Mais toute l'eau qui arrive, dans un premier temps, arrive dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, il
il peut y arriver qu'on dépasse le 10, mais la CSST, en bas de 10, c'est correct. De 10 à 15, on peut passer une journée, là, un maximum d'une journée dans du 10 à 15, puis après ça, plus ça monte, plus il y a des heures restreintes dans lesquelles on peut rester comme travailleur. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur de ce gaz-là, donc il est perceptible très, très facilement, mais pas dommageable tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à des niveaux de 15, 20 et plus. Peut-être passer à la prochaine diapo. Donc, on a la source, hein, on sait d'où ça vient, on connaît un peu ce qui se passe. Je vais essayer de vulgariser un petit peu le système de traitement avant de me lancer dans les facteurs amplifiants. Un système de traitement des eaux usées comme celle-là, c'est en fait les étangs. Dans les étangs, c'est des bactéries. Donc, c'est des organismes vivants qui dégradent la matière. Donc, quand la charge polluante arrive à l'usine et dans les bassins, bien, nos micro-organismes, nos petits êtres vivants, c'est eux autres qui vont manger ou qui vont dégrader la matière. Puis, comme tout être vivant, bien, ils ont besoin de nourriture, donc on leur fournit quand les eaux usées arrivent, ils ont besoin d'air. Puis ça, c'est essentiel pour eux, pour qu'ils soient en santé et qu'ils puissent dégrader la matière de façon efficace. Donc, la notion, vous allez voir là, dans l'explication, là, quand on parle l'eau oxygénée, c'est ça, c'est que plus on a de l'oxygène dans l'eau, plus nos bactéries vont être en forme, nos micro-organismes vont être en forme pour dégrader la matière qui rentre. Alors, ce qui fait en sorte que la canicule, l'eau est chaude. Quand l'eau est chaude, de par nature, l'air s'expulse de l'eau. Donc, on se retrouve avec une eau qui est moins oxygénée. Le peu de précipitation, donc le fait que plus il pleut, plus je peux diluer, puis plus j'amène un apport d'oxygène, parce que plus il pleut, ça brasse l'eau, on oxygène l'eau, donc on améliore l'oxygénation de l'eau. Le temps de séjour des eaux usées excessives dans la conduite sous pression en raison de la distance, ça, c'est un autre effet, c'est que lorsque les eaux sont acheminées à l'usine, il y a un poste de pompage qui est situé peut-être à 4 km de là, qui pompe dans un tuyau jusqu'à l'usine. Alors, ce qui arrive, c'est que l'eau est pompée, la première goutte d'eau rentre dans la conduite, puis elle fait peut-être 1 km. Après ça, elle stagne jusqu'à temps que la pompe reparte. Quand la pompe repart de nouveau, l'eau est toujours dans la conduite, elle avance d'un autre kilomètre. La pompe arrête. Quand la pompe repart, l'eau avance. Donc, il y a un temps de séjour à l'intérieur de la conduite qui est relativement long. Puis quand elle arrive à l'usine, bien, pendant son séjour qui est assez long dans la conduite, elle se crée des gaz. Puis ils ne peuvent pas être évacués, ces gaz-là, donc, dont le H2S. Donc, quand ça arrive à l'usine, bien, il y a une explosion. Bien, il y a une concentration de gaz plus forte qui se dégage dès l'entrée. Donc, c'est sûr que ça l'amène aussi une problématique. Bris d'une soufflante, le quatrième point, oui. Le bris de la soufflante, bon, évidemment, comme je disais, l'eau a besoin d'air, mais pour ce faire, on met des soufflantes, donc on génère de l'oxygène dans l'eau, on en ajoute volontairement. Il y a eu un bris, il y en a 4, il y a eu bris de soufflante dernièrement. Donc, c'est sûr qu'en mettant moins d'air dans l'eau, comme je disais, c'est pas optimal. Donc, le fait qu'il y ait un bris de soufflante ne nous a pas aidés. Puis le dernier point, le type de station d'épuration interne ne peut être couvert. Bon, évidemment, si on pouvait, mais c'est pas possible, c'est tellement grand de tout couvrir, de tout capter. Ça serait bien, mais la superficie étant trop grande, évidemment, le recouvrement de l'ensemble de l'œuvre n'est pas envisageable. On va passer à l'autre. Donc, qu'est-ce qui a été fait dernièrement pour avoir le meilleur contrôle sur les odeurs? De penser que les odeurs vont être atténuées à 100%
c'est pas possible. Il va toujours avoir des odeurs, mais le but, c'est d'en diminuer au maximum sa diffusion. Donc, évidemment, bon, le premier point, c'est d'augmenter la capacité d'aération. Donc, on a dit que dans la vigne de brisée, on fait en sorte qu'on oxygène encore plus que ce qui était prévu initialement pour aider, pour donner plus d'oxygène, moins d'odeur. La recirculation des eaux traitées pour aider l'oxygénation. Donc, vu qu'on force l'oxygénation de l'eau, à la sortie, juste avant que ça sorte, l'eau, il y a une bonne oxygénation, bien, on a fait des travaux pour recirculer. Vu qu'il y a une bonne oxygène, on l'a dit à la fin, puis l'eau est traitée, on va la ramener au début du traitement, en partie, évidemment, pas la totalité, mais une petite partie, pour aider l'oxygénation de l'eau, pour aider à amener de l'air dans l'eau en début de traitement. Troisième point, air sortant du bâtiment de traitement primaire et filtré au charbon. Comme je disais tantôt, quand l'eau arrive à l'usine, elle arrive dans le bâtiment. Et c'est là qu'il y a un dégagement assez fort de H2S. Alors, pour contrer, il y a à l'intérieur du bâtiment, il y a un filtre au charbon pour traiter ces odeurs-là. Donc, c'est des éléments qui ont été ajoutés pour essayer d'avoir le contrôle le plus possible des odeurs. L'autre point, contrôle des sulfures. Donc, c'est un dosage chimique. Là, je ne rentrerai pas dans les termes chimiques parce que je ne serais pas capable de vous l'expliquer. Mais on contrôle les sulfures, là, le soufre, le H2S, avec des dosages chimiques pour essayer d'atténuer le plus possible le dégagement du soufre qui cause des odeurs. L'autre, le curage chimique des conduites dont le temps de séjour de l'eau est excessif. C'est ce que je vous expliquais tantôt, c'est que le temps de séjour dans la conduite, la poste de pompage, quand il pompe, le temps de séjour est très, très long, il se dégaze à la fin, mais il laisse aussi des traces dans les conduites. Donc, on vient faire un curage, on vient les nettoyer pour essayer d'éviter que quand ça arrive à l'usine, bien, qu'on subisse un trop gros excès de H2S. L'autre, c'est la brumisation d'huile essentielle autour des étangs. Donc, autour des étangs, c'est une bruine qui est mise pour contrer des odeurs. Donc, on appelle ça le free breeze, c'est ceux qui connaissent, c'est ce qui combat les odeurs. Donc, il y a un produit qui est injecté dans l'air d'huile essentielle pour essayer d'atténuer encore là le maximum des odeurs qui peuvent être produites. Je vous expliquais tantôt, on joue un petit peu au chat et à la souris avec les entreprises du parc. On a engagé l'année passée une nouvelle ressource, une spécialiste, ingénieure, hein, c'est ça, donc une ingénieure qui est spécialisée dans le traitement des eaux et qui fait une vigie beaucoup plus serrée auprès des industries. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a répertorié quelques-unes, industries, là, pour qu'ils puissent s'ajuster et éviter de nous envoyer des charges polluantes qui sont dommageables pour notre système de traitement. Et évidemment, le dernier point, on le sait, c'est une usine qui est une vieille technologie. Les rejets à la rivière, le ministère de l'Environnement serre la vis. Donc, ils ont augmenté leurs critères. Donc, c'est rendu beaucoup plus sévère. Ce qui fait en sorte qu'une usine comme ça ne pourrait pas atteindre les objectifs du gouvernement. Et évidemment, le fait qu'il y ait Urbanova, des nouveaux résidents, c'était prévu de toute façon dans notre plan directeur qu'il fallait tôt ou tard commencer à regarder un projet pour la nouvelle station, ce qu'on a fait, là, ce qui est en cours. Donc, on y va avec une nouvelle station d'épuration qui est de nouvelle génération, là, que j'appelle, qui est beaucoup plus performante, qui est beaucoup plus petite, dans laquelle on a mis des systèmes de traitement d'odeur qui génèrent beaucoup moins d'odeur, puis je vais dire beaucoup moins, parce que si je vous dis qu'il n'en générera pas zéro, c'est pas possible. J'ai appelé d'autres villes, j'ai encore des contacts. Même les usines comme celle-là, les plus performantes, ça peut arriver. Puis je dis bien, ça peut arriver qu'il y ait
des odeurs dans certaines circonstances. Mais de là à dire que ça va être zéro absolu, je ne veux pas vous conter d'histoire, mais c'est comme ça dans toutes les municipalités du Québec, même avec les nouvelles usines, même si vous me parlez de Vaudreuil, d'Orion qui sont très avancés, il y a Granby qui ont ce genre d'usine-là, Laval, ils ont tous, à un moment ou à un autre, eu des problèmes d'odeur. Donc, c'est les contrôles qu'on a mis en place ou les actions qui ont été prises pour diminuer le plus possible les effets. Je sais que cet été, particulièrement cet été, là, je sais qu'il y a eu d'autres étés aussi, puis d'autres périodes difficiles, que ça a été justement difficile. Le but, ce n'est pas de dire que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Non, c'est un fait. On fait juste vous exposer aujourd'hui ce qu'on a fait pour l'usine actuelle et ce qu'on va faire pour le futur. Donc, je pense que la prochaine diapo, ça fait pas mal le tour, là, je pense, de ma présentation. On serait rendu à la période de questions. Oui, donc merci, M. Larrivée, pour cette présentation. Donc, effectivement, nous sommes rendus là, à la période de questions. Donc, pour faire suite à ce que je vous ai expliqué là, un peu plus tôt, donc pour ceux qui auraient manqué le début, pour poser une question, en fait, c'est bien simple. Vous avez l'option participant là, au bas de votre écran, ou bon, je suis comme, dans mon cas, il est en haut de mon écran. Donc, vous cliquez sur le bouton participant et vous, après ça, vous avez l'option de lever la main. Donc, en levant la main, je vais pouvoir voir que vous avez une question. Puis, par la suite, s'il vous plaît, attendre que je vous nomme, en fait, pour réactiver le micro. Et également, on va prendre, en fait, les questions qui sont rentrées par clavardage. Donc, et à ce sujet, on a une question, je sais, qui est rentrée quand même assez tôt là, dans notre... Juste un instant, je cherche justement le clavardage. Donc, il y a une question qui était rentrée quand même là, assez tôt. Donc, si vous me permettez, je vais commencer par la question qui était déjà dans le clavardage au début. Donc, la question provient de Chagnon. Alors, elle se lit comme suit. Pourquoi octroyer des droits de construction tels le méga entrepôt de métro si vous savez que le système est overload? OK. Bon, il y a deux réponses que je vais donner. La première, autant Métro que Sobeys, ce genre d'industrie-là n'est pas génératrice. Ce n'est pas une industrie qui fabrique des choses, c'est un entrepôt. Alors, eux, ils vont générer des eaux usées par les salles de bain des employés. Donc, c'est des débits qui sont très, très, très faibles. Donc, il n'y a pas d'impact, pas du tout. Ce n'est pas le genre d'industrie qui va nous amener des pointes. Ça, c'est le premier élément pour le métro. Pour ce qui est, mais je vais répondre quand même à votre question parce que ce n'est pas juste métro. Il y a d'autres industries aussi qui peuvent s'installer dans le parc industriel. Alors, les industries qui s'installent dans le parc industriel, souvent, quand ils viennent s'installer, oui, on regarde, ils ont souvent des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement. On sait ce qu'ils vont générer, mais des fois, ils vont évoluer. Ils vont faire de la transformation, ils vont faire de la fabrication qui fait en sorte que leur business évolue, ils fabriquent d'autres choses. Et là, ils nous amènent des éléments plus polluants. Alors, à partir du moment où un parc industriel permet de l'industrie, ils peuvent s'installer sur le territoire. On n'a pas de contrôle sur qui doit être là ou peut ne pas être là. Le seul contrôle qu'on a, c'est le l'environnement quand il génère des polluants. Notre règlement de la le règlement de la CMM qui dicte des rejets maximum. Donc, on a un contrôle, on essaie de le savoir en amont, mais c'est difficile quand l'entreprise évolue. Et souvent, elle peut être vendue à un tiers. Puis quand c'est vendu à un tiers, là, c'est difficile pour nous de savoir quel genre d'industrie qui va être là, dans la mesure où le type de fabrication, le type d'industrie qu'il a respecte le règlement. On doit émettre un permis. Là. Donc,
notre rôle à nous, c'est de s'assurer que ceux qui sont là respectent la réglementation pour justement éviter les pointes, d'avoir quelque chose de plus uniforme à l'entrée d'usine. Merci, M. Larrivée. Ça a complété votre réponse? Oui. Parfait. Donc, la deuxième question, j'inviterai M. Sylvain Brière là, à la poser. Je vais juste demander la réactivation de votre micro et vous pourrez y aller. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. D'ailleurs, je suis content de voir que toutes les actions de contrôle qui ont déjà été faites, c'est bien de les voir malheureusement sur le terrain, là, dans le quartier. C'est difficile à détecter parce qu'en termes d'heures par année, ça ne fait qu'augmenter. Fait que, au moins, j'imagine qu'on est capable de dire que ça n'a pas augmenté de manière exponentielle, mais bon. Moi, j'ai une question concernant, en fait, j'ai trois questions. J'ai une question concernant la nouvelle usine. En 2018, moi, j'avais fait une plainte et M. Gagnon m'avait répondu à l'époque une nouvelle usine qui s'en vient avec une mise en service en 2020 avec un budget de 35 millions de dollars. Fait que ça reste comme ça. On avance jusqu'en juin de cette année où on constatait aucun changement au niveau des odeurs. J'ai reposé la question à M. Gagnon et là, j'ai reçu un courriel me disant, bien là, on est rendu à une mise en service en 2023 avec un budget de 60 millions de dollars. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui a changé entre 2018 et 2021 pour augmenter quasiment de 50 le budget de cette nouvelle usine-là puis retarder de 3 ans la mise en service? OK. Bon, ce qui a fait que, premièrement, je vous dirais, là, je vais essayer de donner autour de 2012-13, on avait fait faire des estimés à l'époque, puis on était autour justement du 20-30. Quand on a mandaté les firmes d'ingénierie un petit peu plus tard, là, je lance des 2015-16 peut-être, là, on a fait des études d'avant-projet, en fait. Là, on s'est aperçu que le montant était nettement insuffisant. Il faut comprendre une chose, c'est que des usines comme celle-là, qui s'en construit peut-être une au Québec par 3, 4, 5 ans, c'est difficile d'avoir des prix sur lesquels, c'est difficile, c'est pas comme faire du pavage. On sait le pavage, on en fait plein de pavages, on est capable de connaître les prix d'avance, on suit le marché, c'est facile. Une usine au Québec qui se construit à tous les 3, 4, 5 ans, c'est plus difficile d'avoir des prix. Ceci dit, par la suite, bon, on a fait des études d'avant-projet, on s'est aperçu que c'était plus cher, on n'a pas changé le montant tout de suite parce qu'on s'est dit, avançons dans la conception pour arriver à un projet qui va être un peu plus stable, un peu plus fixe. Puis à ce moment-là, on fera une évaluation du prix. Ce qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on a été longtemps à 25 plus les frais de règlement. Là, on devait être autour de 30 quelques pendant plusieurs années. Puis on a laissé ça volontairement parce qu'on s'est dit on va attendre de voir les estimés d'une conception plus avancée. Et qu'on arrive à l'estimé que vous avez mentionné tantôt. Puis l'autre chose, c'est ça. Donc, le temps, ce qui est arrivé dans les dernières années, on a au niveau de la conception, ça a pris, comme je dis, c'est des choses qu'on ne fait pas régulièrement. Donc, on s'est assuré d'avoir le meilleur produit possible. Donc, c'est ce qui nous a retardé un petit peu. Ce qui nous a retardé aussi, c'est qu'on a découvert que sur le terrain, il y avait un milieu humide. Bon, fait qu'on est obligé d'envoyer des biologistes. Ça nous a retardé de quelques mois. L'autre chose, le ministère de l'Environnement. C'est un projet qui doit être approuvé par le ministère de l'Environnement. Eux non plus, oui, ils en font, puis ils sont habitués, mais ce n'est pas des choses qu'ils font régulièrement. Alors, il y a eu beaucoup de questions-réponses avec eux. Normalement, le ministère, avant, il nous répondait dans 3-4 mois, mais dans un projet comme ça, là, ça a été plusieurs, puis je ne peux pas vous dire le nombre de mois, là, je ne sais pas, mais je sais que ça a été des mois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois d'échanges pour nous questionner, voir à ce que le projet soit conforme, soit correct, beaucoup d'études, puis complémentaires. Bref, tout ça pour dire que
on est arrivé en 2021, puis je ne veux pas que tout soit sur la faute de la pandémie, là, mais force est d'admettre que la pandémie aussi, dans l'ensemble de l'œuvre, là, a eu un effet de ralentissement. Ce qui fait en sorte qu'on est allé en appel d'offres cette année et qu'on a ouvert, là, on est en analyse de soumission présentement pour des travaux qui... en tout cas, là, on est en analyse de soumission. Fait que, on a pris certains retards pour ces raisons-là. Est-ce que c'est utopique de penser que la construction pourrait commencer à la fin de l'année ou on parle vraiment d'un projet d'année prochaine? Non, là, comme je dis, on est en analyse de la soumission. Les prix sont sortis plus chers qu'anticipé, à cause que tout est plus cher. Là, donc, il faut juste voir les effets de tout ça. Puis oui, je pense qu'il y a matière à penser que ça pourrait commencer cette année. Mais il y a une analyse à faire. Là. Moi, je ne veux pas vous dire oui, promis, juré. Il y a une analyse à faire. Puis après ça, on va faire une recommandation. Puis après ça, on verra la suite. Là. Mais de toute façon, vous allez être au fait, c'est public là, quand tout ça sort. OK. Vous avez peut-être répondu à ma deuxième question tantôt quand vous avez dit que le zéro émission était impossible. Est-ce qu'on a quand même prévu des garanties, je voudrais dire, de performance là, au consortium qui va construire là, pour pas qu'on se ramasse avec une usine défectueuse puis être obligé de... Un an. Donc, eux, ils opèrent. C'est un an? Ouais, hein? C'est eux, en fait, oui, l'entrepreneur. L'entrepreneur, oui, il doit opérer l'usine pendant un an avant de nous la remettre complètement. OK. Bon. Puis, dernière petite question concernant le bris des soufflantes qui avait été fait. On sait-tu combien de temps le bris avait duré? Puis quand c'était arrivé? Donc, Vas-y. Donc, je vais répondre à la question. Pour le bris des soufflantes, on a eu un arrêt à peu près 4 semaines là, au courant de l'été. Donc, le temps de procéder aux réparations puis de les faire revenir et réinstaller. Donc, ça a duré à peu près un mois. Elle était en retour en opération à peu près au début du mois de septembre, donc à peu près 10 jours à peu près. OK, cette année. Je n'ai pas bien entendu. Ah, vous n'avez pas compris la réponse de M. Non. Ah, attendez. Je vais lui... Donc, la soufflante est revenue en opération il y a à peu près 10 jours, 5 septembre à peu près, qu'elle était revenue en opération, puis il y a eu un arrêt à peu près de 4 semaines. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Ça répond à mes questions. Oui, OK. Parfait. Merci beaucoup, M. Brière. Est-ce que d'autres citoyens aimeraient prendre la parole, écrire une question ou simplement lever la main là, pour qu'on puisse activer votre micro? Là, vos questions, commentaires là, sont bien entendu les bienvenus. Ah, oui. Je vais donner la parole à Gariepi. Donc, je vais activer votre micro. Vous m'entendez? Oui. OK. J'aimerais savoir si jamais l'usine commence à être construite à la fin de cette année. Alors, à quel moment on pourrait espérer que ça soit terminé et qu'elle soit en opération? 2023. Les printemps-été. Okay. C'est un bon 18 mois facile, là, sinon même un peu plus. Là. Une vingtaine de mois. Là. Je vais garder une petite marge de manœuvre, là, mais disons une vingtaine de mois, mais c'est quelque part comme à l'été 23. OK. Puis si on veut être au courant du processus, là, comme là, vous dites que vous êtes en analyse de soumission, de quelle façon là, on peut avoir ces informations-là? En fait, probablement, ou en tout cas, des grandes chances qu'au prochain conseil, on vienne recommander au conseil l'adoption du contrat si, suite à l'analyse de soumission, comme je l'ai dit, ça a sorti plus cher. Fait qu'il faut faire l'analyse de voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est plus cher? Est-ce
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Bon, il faut faire ces analyses-là. Mais dans l'hypothèse où on fait une recommandation, ça irait à ce moment-là, même publiquement, ça irait le 4 octobre. Au conseil. Le 4 octobre, c'est la date du conseil, c'est ça? La date du conseil, c'est là que le conseil approuve ou accepte le prix de l'entrepreneur. Puis à ce moment-là, c'est le coup d'envoi pour lui pour commencer. OK. Très bien, merci. Ça fait plaisir. Merci, Mme Gariepi. Donc, la prochaine question, je vais donner la parole à Huet. Je vais réactiver votre micro, simplement accepter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai une petite question. Vous avez parlé, premièrement, merci d'avoir fait la vidéo conférence. Je trouve ça super le fun de pouvoir entendre ce qui se passe en lien avec l'usine d'épuration. Vous avez parlé de l'usine Tergel en tout premier lieu, en introduction. J'ai fait quelques petites recherches, puis je me suis rendu compte que lors d'une conférence avec le maire Plante, il avait été question en 2018 de cette problématique-là, à l'effet comme quoi que l'usine produisait trop de gélatine à base de gras de porc qui faisait en sorte que, malheureusement, ça créait des odeurs. Comment on peut justifier que 3 ans plus tard, la problématique n'est pas toujours réglée? Je vais me tenter, puis tu me diras si les gens, je dis des choses qui ne sont pas inexactes. Là. Mais là, l'histoire de gras de porc, je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, quand on a, bon, évidemment, on a connu que Tergel était un producteur là, de charges polluantes. À ce moment-là, on est intervenu. On a eu une entente, il y avait une entente avec lui. Là, on a eu une entente intermédiaire, dans laquelle on a dit, là, ça suffit, tu vas traiter tes eaux. Parce que ça ne marche pas. Là. Tu m'envoies beaucoup trop de charges polluantes, tu dépasses les normes, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, on a eu une entente avec cette entreprise-là, temporaire, le temps qu'ils construisent leur propre usine. Donc, vraiment, ils traitent leur propre eau ou leur propre charge. Puis ce qu'ils rejettent dans le réseau, il y en a encore là, des polluants, mais ça respecte les normes. Théoriquement, c'est supposé de respecter les normes. Alors, ça pour dire que eux, il y avait des plans et devis. Ils vont au ministère de l'Environnement. Ils ont eu sûrement des questions. Après ça, ils ont construit l'usine. Après ça, ils ont fait ce qu'on appelle un start-up, une mise en marche de l'usine pendant un certain temps. Je sais qu'ils ont recalibré, ils ont eu de la difficulté. Là, l'usine fonctionne en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'en 2018, puis je vous le dis, là, ils ont encore des problèmes d'ajustement de cette usine-là, mais on les suit, on a des résultats hebdomadaires ou mensuels avec eux. Puis nous, on en fait aussi, puis ils doivent nous fournir des résultats à tous les mois. Ah ben, OK, ils nous donnent, mais eux autres font des tests à toutes les semaines, et à tous les mois, ils nous envoient leurs résultats. Puis nous aussi, on fait des tests pour s'assurer que ce qu'ils nous rejettent, ou ce qu'ils nous disent, ce qu'ils rejettent, et c'est conforme. Là. Fait qu'on on se vérifie avec les données qu'eux nous fournissent. Donc, c'est avec cette entreprise-là. Puis une fois que leur usine va être en marche, en fonction, on va re-signer une entente, justement, qui est prévue là, dans les prochains jours, semaines, là, pour avoir une entente permanente qui dit, bon, bien là, tu as ton usine, elle est supposée de fonctionner comme il faut, voici les normes de rejet, voici ce que tu dois faire. Donc, je ne sais pas si je me suis un peu éparpillé dans ma réponse, mais si à l'époque, en 2018, on avait dit qu'il y avait une problématique, oui, puis tout ça, c'est fait, puis je dis 2018, c'est probablement avant qu'on a discuté avec eux là, pour tout l'historique que je viens de vous faire. C'est avant 2018. Ça s'est fait avant ça. Fait que oui, en 2018, on était dans ce processus-là. Mais les premières ententes, ça s'est fait peut-être en 16, là, quelque chose comme ça. Très bien, merci. Je peux-tu poursuivre avec une autre question?
J'ai fait quelques petites recherches. Je me suis rendu compte que lorsqu'il y a une augmentation de capacité des eaux usées qui se fait à l'usine d'épuration, la Ville doit demander obligatoirement au ministère du Développement durable de voir si c'est possible de faire une augmentation justement de la capacité des eaux usées. Je crois comprendre que cette demande-là doit être accompagnée d'un rapport d'un ingénieur qui doit justifier si oui ou non l'usine peut faire augmenter les eaux usées. J'aimerais savoir, avec les développements dans le quartier Urbanova qui se multiplient à vitesse grand V, est-ce que vous avez fait cette demande-là au ministère du Développement durable et est-ce que le rapport de l'ingénieur est disponible? Et si oui, est-ce qu'il serait disponible, s'il vous plaît, au public? Bon. Pour répondre à votre première question, la réponse est oui. Lorsque Tergel est arrivé dans le décor, puis on a vu qu'il nous causait des problèmes, hein, parce qu'il faisait en sorte qu'il nous amenait de la charge supplémentaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait faire exactement ce que vous avez dit, là. On a fait une demande au ministère avec un rapport. Puis, ce qu'on a fait dans le rapport, ce qu'on a dit, c'est que Tergel va avoir son usine, va traiter de façon pour enlever la charge. Puis, on a fait un calcul. On a dit, à partir du moment où Tergel traite ses eaux, nous en envoie moins qu'avant, parce qu'il la traite chez eux, en partie. L'étude nous a dit, vous avez une capacité de 2300 portes. Ben, oui, c'est ça, c'est 2300 portes. C'est 2002 ou 2003, là, ou quelque chose comme ça, là. Alors, oui, il y en a. Puis, ça, c'est une étude qui date de à peu près 2017, là, je vous dirais. Donc, on avait une capacité de 2300 portes. Dans le projet Urbanova, puis le ministère vérifie tout ça, là. Dans le projet Urbanova, c'était déjà calculé la phase 1. La phase 1, nous, quand on a fait ce projet-là, on dit on va envoyer tant de débit à l'ultime. Quand la phase 1 va être complétée, on va envoyer tant de débit à l'usine. C'était déjà comptabilisé. Fait qu'on était déjà en partant, la phase 1 était admise. Le 2300 portes restant, c'est d'autres projets. Je pense à Jardin Agora, je pense à d'autres projets ici et là. Puis, à chaque fois qu'on remet des portes dans le réseau, de nouvelles rues dans le réseau, bien, le 2003 descend. Puis là, on est rendu à 2000, puis on est rendu à 1800. Puis ça, c'est surveillé. Donc, on comptabilise, si on veut, le résiduel du nombre de portes qui nous reste. Je ne peux pas vous dire en ce moment quel est le résultat, mais il en reste. Ça, c'est sûr qu'il en reste. Puis 1000 quelques cents, là, assurément. Donc, bon. Puis pour répondre à votre deuxième question, c'est sûr que je vous demanderais, parce que je ne pourrais pas vous dire si c'est... souvent, c'est des documents de travail. Les documents de travail, ce n'est pas des genres de choses qu'on diffuse, parce que c'est très technique, là. C'est des calculs très poussés. C'est difficile pour le commun des mortels là, de comprendre l'ensemble de tout ce qui des calculs qui sont faits là-dedans. Là. C'est des calculs, c'est des formules qui sont imposées par le ministère de l'Environnement. Bien, probablement que vous l'avez vu là, si vous avez fait vos recherches, mais c'est des calculs. C'est pas nos ingénieurs qui ont dit je vais calculer ça de telle façon. Non, c'est le ministère qui dicte la méthodologie et le calcul. Alors, ce que je vous inviterais à faire, c'est peut-être de passer par la loi d'accès à l'information au greffe à la Ville. Puis c'est eux qui vont vous dire si oui ou non c'est public ou pas. Là. Mais malheureusement, ce soir, je ne pourrais pas vous dire oui, il n'y a pas de problème, on va vous l'envoyer. Souvent, c'est des documents de travail technique. Donc, si c'est possible, je vous demanderais de passer par le greffe. Si vous appelez au 961-2001, vous demandez à parler à la direction du greffe et affaires juridiques pour une demande d'accès à l'information. Puis probablement sur le site web aussi, là, il y a sûrement toute la démarche pour pouvoir faire votre demande. Bien, en fait, oui, la demande a déjà été faite. La Ville avait refusé de me donner les documents, là, ce qui me laisse supposer qu'il y a un manque de transparence puis il y a quelque chose à cacher. Mais outre ça, j'accepte là, ce que vous me donnez comme
comme information, là, c'est très apprécié. Mais j'avais aussi une autre question concernant le vidange des boues. Vous n'avez pas parlé également dans votre présentation. Là, je crois comprendre que vraisemblablement, la capacité de l'usine a atteint son maximum. Vous avez même parlé que, bon, elle dépassait à certains endroits. La vidange des boues, normalement, se faisait en septembre, octobre. Vous avez augmenté le nombre de vidages des boues, de ce que je comprends. Est-ce que c'est parce que l'usine est saturée et n'est pas capable de pouvoir répondre à la demande du nombre de logements qui augmente? Non. En fait, les boues, bon, les boues, c'est ce qui décante dans le fond. Puis plus on décante dans le fond, plus le fond se remplit, si on veut, le fond des bassins se remplit, ce qui fait en sorte que il y a moins d'eau dans le bassin parce que les boues prennent la place. Puis il y a eu un retard à l'époque dans lequel les boues n'avaient pas été nécessairement ramassées de façon périodique. Donc, il y a eu un rattrapage de quelques années. Là, Louis-Jean, on a fini ce rattrapage-là quand exactement? Puis, puis après ça, peut-être expliquer ce qu'on a fait depuis le rattrapage. Là, on est beaucoup plus rigoureux dans l'enlèvement des boues pour justement avoir le plus d'eau possible dans nos bassins pour qu'ils puissent se traiter plus efficacement. Alors, je vais peut-être laisser Louis-Jean répondre à la question de la séquence de l'enlèvement des boues. Oui, donc en 2014-2015, on avait un taux d'occupation des boues dans les étangs de l'ordre d'à peu près 35 à 40 tous les 8 bassins confondus. Depuis 2014-2015, il y a eu des sommes significatives qui ont été investies à toutes les années pour faire une vidange des boues qu'on fait à tous les automnes. Présentement, nos taux d'occupation de boues sont très bons. Là, on parle d'environ entre 5 et 20 Donc, les prochaines vidanges que l'on va faire, là, on va viser l'étang qui est à 20 mais on reprend le contrôle des années qui n'a pas eu de vidange, c'est-à-dire de 96 jusqu'à peu près 2013-14, qui n'a à peu près pas eu de vidange des boues. Donc, maintenant, c'est plus une vision d'opération normale des choses. Donc, on a le financement, puis ça fait partie de l'opération normale de l'usine, puis on vise à avoir des taux de boue inférieurs à 15 Peut-être pour compléter, là, parce que vous avez mentionné que l'usine dépasse les capacités. Je vous le dis en toute transparence, l'usine dépasse les capacités dans les pointes. Donc, je ne veux juste pas qu'on parte ce soir en disant l'usine dépasse ses capacités. Non, l'usine est pas mal à pleine capacité. On a une petite marge. Mais lorsque les pointes arrivent par les industries, soit inconnues ou même ceux connus à lesquels on intervient rapidement, c'est ça qui nous fait mal. Mais je ne veux surtout pas qu'on pense qu'on opère une usine qui dépasse ses capacités. Le but de ma phrase, c'était vraiment d'expliquer en toute transparence qu'on est pas mal au bout, parce qu'il reste peut-être, comme je disais, 1000-1500 portes, mais il arrive à certaines pointes que nos industries nous fassent mal avec des gros pics. Et c'est là que, pendant cette période-là, et c'est là qu'on intervient, c'est là qu'on met nos efforts. On a engagé quelqu'un, on fait vraiment, on a des ententes, donc on suit de très, très près ces industries-là pour éviter ces pointes-là. Parce qu'en temps normal, on serait dans un régime où l'usine est à sa capacité correcte. Là, on flirte avec le maximum, mais flirter avec le maximum, là, on est à peu près à 1500 portes d'écart. On pourrait encore développer une rue si nos industries étaient conformes. Là. Encore une fois, merci pour la réponse. Vous dites que vous les suivez de très, très près, mais l'usine Tergel, ça fait 3 ans et demi là, que je comprends qu'elle a une problématique. La problématique n'est toujours pas réglée. Suivre de très, très près, permettez-moi d'avoir certains doutes. Mais je voudrais revenir concernant… M. Huet, peux-tu répondre à votre question? Oui, allez-y. Bien sûr, okay. Allez-y. Si vous avez des doutes, là, je peux vous dire, puis je vais lancer le chiffre, ils sont en amende de plusieurs centaines de milliers de dollars par année.
OK, fait que si ils nous donnent des résultats, nous, on fait des résultats combien de fois par mois, je ne sais pas, par année? Mais nous, on y va de façon régulière ou puis combien de fois par année qu'on peut aller faire? Nous procédons. On va juste fermer. Dans le cas de Tergel, nous procédons à environ 8 à 10 caractérisations annuellement faites par des ressources de la ville, donc indépendamment de ce que Tergel fait. Donc, on s'installe à la sortie de l'usine, on échantillonne, puis si ce n'est pas conforme, on applique les protocoles et les amendes prévues dans nos ententes industrielles. Donc, on fait un suivi. Et plusieurs amendes et plusieurs lettres. Et on est en communication constante avec l'usine et ils sont suivis. J'espère juste avoir dissipé vos doutes, monsieur. Non, ben en fait, c'est pas tant le doute, c'est que c'est correct les amendes. J'apprécie ça, là, en quelque part. C'est juste que pendant ce temps-là, ben, c'est les citoyens d'Urbanova qui en souffrent. Raison. Donc, tu sais, puis après 3 ans, on se demande encore comment ça va stopper. J'ai juste une petite dernière question concernant le vidage des boues. On mentionne comme quoi que lorsque le vidage des boues est fait, ils sont déshydratés sur place, de ce que je comprends, puis ce qui crée des odeurs suffocantes comme on a connu la semaine dernière. Est-ce que c'est pas possible de le faire déshydrater, de le faire sécher, tout ça ailleurs, question d'éviter que ça l'impose sur les citoyens d'Urbanova? Juste avant que Louis-Jean vous réponde, je veux juste vous dire que la prochaine usine, la déshydratation va se faire à l'intérieur. En tout cas, je ferme ma parenthèse. Pour l'usine actuelle, je vais laisser M. Caron répondre. La vidange des boues, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit que c'est des boues, mais c'est beaucoup d'eau. Le but de déshydrater, c'est d'être capable de les transporter. Donc, on parle de faire passer une cécité des boues, ça veut dire que quand les boues sortent des étangs, il y a à peu près 4 de boue pour 96 d'eau. Donc, transporter ça ailleurs pour déshydrater ailleurs, ça fait du camionnage, puis ça fait beaucoup de pertes, beaucoup de liquide sur les routes. Donc, il faut déshydrater sur place, soit de façon mécanique ou de façon passive, là. Toutes les méthodes se valent. Il n'y a pas d'impact sur le choix de méthode sur les odeurs, mais ça doit être déshydraté sur place, sans quoi ça fait que du camionnage avec des camions qui coulent partout sur nos routes, là. Les vidanges des boues sont prévues. Déshydratation. Déshydratation, c'est prévu cet automne, ce n'est pas encore commencé. Pas l'été, là. Non, on ne fait pas ça l'été. On demande dans nos contrats que ce soit après la fête du travail ou avant la Saint-Jean-Baptiste, mais généralement, les entrepreneurs choisissent l'automne parce que le deadline de la Saint-Jean-Baptiste, il est vite arrivé. S'il y a un problème, ils sont mal pris, là. Est-ce que ça répond? Parce que j'ai entendu qu'on faisait ça l'été, là, mais je voulais juste parce que c'est ce que je pensais que c'était plus l'automne. Non, ben, effectivement. Non, de ce que je comprends, c'est ça se fait de septembre à octobre, mais j'ai été dans l'impression que depuis un certain temps, ça se faisait de façon plus récurrente. Mais je m'excuse encore, j'ai une petite dernière question concernant votre diapositive en lien avec la santé puis le fait que, bon, c'est pas dommageable pour la santé des citoyens. Je crois comprendre que vous avez des lectures qui sont faites, qui est faite par les employés de l'usine. Je ne veux pas remettre en doute ce qu'ils font. Je pense qu'ils font quand même un bon travail, là. Je ne peux pas remettre en doute ça. Mais est-ce que vous avez un système de contrôle qui est fait par, mettons, Santé Canada, qui évalue justement la qualité de l'air qui est faite dans le secteur et le fait que ça pourrait éventuellement être dommageable pour la santé des citoyens? Okay. Donc, non, il n'y a pas rien qui est fait par Santé Canada. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nos appareils de lecture, c'est des appareils calibrés à tout, je ne sais pas si c'est à chaque année, mais selon les normes du fabricant. Donc, c'est des appareils, puis il y a des cartouches de lecture des cartouches de lecture qu'on met dans l'appareil. Donc, tout ça, c'est changé, c'est entretenu. Donc, la lecture qui est faite de ces appareils-là, elle est conforme. Mais pour répondre à votre question, est-ce que Santé Canada a évalué ou a pris des échantillons ou a évalué ça? Non, la réponse est non. Puis, sachant justement qu'il y a eu une pétition qui a été faite en 2007
des citoyens qui disaient qu'ils étaient préoccupés par la santé. Est-ce que vous ne croyez pas que ça avait été une bonne idée? 2017? Que justement, 2017, Ah, 17, est-ce que 2017, il y a une pétition en effet, puis il y avait les résidents à l'époque mentionnaient justement leurs préoccupations par rapport à leur santé en lien avec ça. Est-ce que vous ne jugez pas que ça aurait été nécessaire de faire ce genre d'exercice-là pour montrer aux citoyens que vous vous préoccupez de leur santé? Ben, en fait, moi, je ne crois pas que ça aurait été nécessaire dans la mesure où nos propres appareils calibrés démontrent que dans l'air ambiant, si on avait été dans l'air ambiant dans des mesures autour de 10, 15, 20 dans l'air ambiant où il y a une dilution incroyable, là, à proximité de l'usine, oui, ça je serais d'accord avec vous. Mais dans la mesure où à l'extérieur de l'usine, on est inférieur à 1. Puis quand je dis inférieur à 1, c'est parce que l'appareil, dans sa limite de détection, n'est pas capable de lire le point quelque chose. C'est à part à 1, puis après ça, elle monte. Donc, on est en bas de 1. Est-ce que c'est 0.13, 0.8, 0.5, je ne sais pas, mais assurément en bas de 1. Donc, non, je pense qu'avec ce que je dis ce soir, j'espère, en tout cas, j'espère pouvoir vous rassurer sur l'aspect santé, considérant les mesures qu'on fait. C'est très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, M. Huet. Merci. Donc, maintenant, nous avions une question, en fait, 2 questions écrites de M. Hugues Baudouin. Donc, elles se lisent comme suit. Pourrait-on avoir la présentation bien faite et documents de référence? Et deuxièmement, à part notre usine, nos marais, l'usine de Laval nous cause-t-elle beaucoup d'odeurs et est-ce que leur usine est moderne ou plus récente que la nôtre? Juste peut-être reposer la première question. J'ai compris Laval, là, mais la première. La première, en fait, c'est afin de savoir si on va avoir la présentation là, avec documents de référence. Donc, la présentation, oui, ça c'est clair. Les documents de référence, je ne sais pas, c'est une multitude de rapports. Là. Les références, c'est pas mal Louis-Jean dans sa tête. Peut-être, est-ce que la flèche de H2S? Le PowerPoint peut être intégral. Mais on a-tu la source? Ah, c'est la CNSST. C'est la CNSST? Oui, vous avez sur le PowerPoint la source. OK. Donc, sur le site de la CNSST, vous allez avoir en tout cas, pour le H2S du moins, vous allez avoir le PowerPoint, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'ensemble des documents de référence, là, je pense que ça serait très volumineux, puis c'est beaucoup la connaissance de M. Caron là, qui a fait qu'on a pu vous présenter ça. Là. Donc, ce serait peut-être difficile de vous présenter la source de l'information. À part peut-être la flèche là, qui est sur le site de la CNSST, là, ça serait difficile. Pour ce qui est de Laval, est-ce qu'elle fait des odeurs? Je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait vérifier avec la ville de Laval. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la ville de Vaudreuil-Dorion, qui ont la même usine, qui ont la même usine, eux, ils ont des problèmes d'odeur, puis ils investissent quelques centaines de milliers de dollars, voire millions, là, très prochainement. Eux, l'autre bord de la rue, l'usine là, est vraiment dans le milieu urbain. L'autre côté de la rue, c'est des maisons. Là. Si vous avez la chance de taper usine d'épuration Vaudreuil-Dorion, vous allez voir sur Google, c'est vraiment collé. Là. Même eux, ils ont des problèmes d'odeur. Fait est-ce que Laval a ces problèmes d'odeur-là? Je ne sais pas. Et c'est une usine moderne. Oui. Donc, c'est une usine que je qualifie de 2e génération, là, moderne, mais qui est là quand même depuis longtemps. Là. Ça fait plusieurs années, peut-être même une dizaine d'années qu'ils sont là. Donc, eux, la génération des bassins aérés, là, comme on a, là, sont à cet endroit-là, du moins, là, sont passés déjà à la 2e génération il y a plusieurs années. Là. Donc là, c'est à notre tour maintenant. Là. Mais est-ce que j'ai répondu aux questions de l'ensemble? Y avait-tu une autre question? Pour M. Baudouin, c'était c'était les okay. 2 questions. J'espérais avoir répondu, là, M. Baudouin. Ensuite, nous avons une question également écrite de Gilles. Elle se lit comme suit.
Est-ce que la Ville va nous donner un crédit de taxe jusqu'à la résolution car nous n'avons pas la même jouissance de notre environnement que les autres résidents de Terrebonne? Okay. Bon, la réponse ça va être, ça devient difficile de donner des crédits de taxes à qui, jusqu'où ça sent. Il y a des odeurs dans certains coins comme la plaine où il y a des champs de cultivateurs où ça sent. Donc, oui, non, la réponse, malheureusement, je vais vous dire non. Là. Il n'y a rien de prévu dans ce sens-là pour ce qui concerne votre question ou la réduction de taxes. Ça devient difficile qui subit plus que l'autre puis qui que moins. Je pense pas que le Conseil voudrait aller dans cet axe-là. Là. On n'entend pas, Audrey. J'essaie d'activer le micro de quelqu'un d'autre, mais j'avais oublié de m'auto-activer. Donc, je laisserai maintenant la parole à M. Brière là, qui avait levé la main. Oui, une autre petite question. Est-ce qu'il y aurait moyen par réglementation, parce qu'on sait que la Ville taxe déjà les consommateurs d'eau au niveau industriel, corrigez-moi si je me trompe. Là. Non, vous avez raison. OK. Est-ce qu'il y aurait moyen que par réglementation, on puisse contrôler ou charger au mètre cube ce qui est rejeté par les usines? Ah, c'est fait. OK. C'est consommation et rejet. OK. Fait que plus tu rejettes, c'est ça, il y a un coût. Puis, juste pour vous aussi, peut-être, ce serait peut-être intéressant que vous le sachiez. Là. De toute façon, c'est public. Tergel, parce que même s'ils traitent, même si le rejet, il y a quand même un rejet là, qui sort de là, dans l'entente qu'on avait à l'époque, nous a donné 1,2 million. Il paye l'usine en partie. Là. Il a quand même donné 1 million là, pour absorber les coûts de l'usine. Puis le 1,2 million, c'est pour le poste de pompage qui part du parc industriel. Là, puis bon, il a fallu faire des travaux. Mais vous dites ça comme ça, là, ça me vient à l'idée là, que Tergel a participé financièrement à la construction de l'usine. Ben, va participer, en fait. OK. C'est bon, merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais vous lire un commentaire là, de Manon qui était sur le clavardage. Il se lit comme suit. La qualité de vie sur Pierre-Dansereau est très impactée par la construction, par le manque de trottoirs, par le manque de surveillance policière et par les odeurs insupportables. Vos explications sont instructives, mais rien ne change, pas avant 2-3 ans. Décourageant. Par la suite, nous irons avec Gary Pi. Je vous invite donc à activer votre micro, s'il vous plaît. OK, vous m'entendez? Oui. OK, c'est juste la réponse à une question précédente, c'était pas clair. Là, vous parliez des usines d'épuration de Vaudreuil-Dorion puis de Laval. Celle de Vaudreuil-Dorion émet des odeurs, mais laquelle est de deuxième génération? Est-ce que c'est celle de Laval ou de Vaudreuil-Dorion? Les deux. Les deux sont le même type d'usine. OK, donc à Vaudreuil-Dorion, qui est une usine de deuxième génération, ils ont quand même un gros problème d'odeur. Qui date d'eux autres, là, ça doit faire, je ne sais pas si tu le sais, mais ça fait au moins une dizaine d'années, Vaudreuil-Dorion. Oh, OK. Fait que eux, ils vont mettre des systèmes pour capter les odeurs. OK, mais le problème n'est pas encore résolu. Là. Bien, il y avait capté des odeurs pour une certaine partie, puis il y avait une certaine partie qui pensait qu'elle allait être correcte, j'imagine. Je ne connais pas là, tout ce qui se passe à Vaudreuil-Dorion, mais il y a une deuxième partie qui génère des odeurs, et c'est cette deuxième partie-là qui vont faire des travaux pour capter et traiter les odeurs. Mais comme je vous dis, Vaudreuil-Dorion, c'est vraiment, c'est comme s'il y avait une usine sur Pierre-Dansereau, là. Je vous dis, c'est collé dans le milieu. Fait que les gens, c'est très, très, très perceptible. Là. Tu sais, la moindre petite affaire, j'imagine que ça doit appeler. Là. Tu sais, ils sont vraiment proches. Je vais donner ça comme exemple. Là. Dans le fond, nous, quand on a fait notre conception, on est allé visiter des usines de nouvelle génération à Granby,
Valleyfield, qui vont être un peu plus similaires à nous, ce qu'on va avoir. Quand je dis les usines de nouvelle génération, il y a quand même différents types. Ce n'est pas une sorte. Il y a quelques sortes d'usines, quelques technologies d'usines de nouvelle génération qui existent sur le marché. On en a choisi une. Ce n'est pas celle de Vaudreuil exactement. Ce n'est pas celle de Laval, c'est un peu différent. C'est celle qui se compare à Granby, puis celle qui se compare à Valleyfield. Mais c'est ça, c'est des usines qui sont beaucoup plus performantes, mais c'est jamais, puis je le répète, là, je l'ai dit tantôt, là, mais ça ne sera jamais 100% anti-odeur à partir du moment où il peut y avoir un bris, il peut y avoir des éléments, il peut y avoir des choses qui font que, ça pourrait arriver, mais une chose qui est certaine, c'est que ces nouvelles sortes d'usines-là, ils ont des systèmes de traitement anti-odeur beaucoup plus performants, mais c'est des usines beaucoup plus performantes. L'autre élément, c'est que dans l'usine qu'on a en ce moment, l'eau quand elle rentre, là, ça prend 17 jours avant qu'elle sorte, avant qu'il y ait un traitement. Elle a le temps de sentir, c'est très, très long. Les odeurs ont le temps de se créer, les gaz ont le temps de se créer. Tandis que la nouvelle usine, c'est 6 heures, 8 heures? 8 heures. Donc, à l'espace de 8 heures, la goutte d'eau, elle rentre et est sortie. Donc, toute puis là, je vais vous faire grâce de toute la technologie qui est en arrière de ça, mais déjà, le temps d'exposition, là, si on veut, là, qui fait mal aussi, parce que c'est 17 jours en ce moment où les gaz peuvent, comme je disais tantôt, il manque d'air. Si on limite l'oxygénation, qui donne le temps au gaz de s'échapper puis de créer ces odeurs-là. Mais là, la nouvelle usine, c'est 8 heures. Donc, elle n'a presque pas le temps de réagir, puis elle est déjà traitée, puis elle est sortie. Fait que, en tout cas, c'est plein d'éléments comme ça qui font que les usines de nouvelle génération contribuent à diminuer de façon très importante l'émission des odeurs. OK. Ben, merci beaucoup pour votre réponse. Je ne sais pas si je suis clair dans mes réponses, Oui, parce que des fois, c'est très technique, puis j'essaie de vulgariser. Là. Non, ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci, Mme Garipi. Merci. Donc, maintenant, je céderai la parole à Mme Véronique Martin. Mon son n'est pas coupé, c'est moi qui dois couper mon son. Je ne sais pas. Normalement, Audrey, elle contrôle ça, mais... J'ai fait la demande de réactiver votre micro, donc je ne sais pas si vous la voyez. J'essaie de... Ça ne fonctionne pas, le micro. Bien, si vous pouvez aussi la mettre par écrit là, sans problème. Là, je pense qu'il y a un problème là, avec les micros, là, ça arrive, là, donc pas de souci. Si vous permettez, Mme Martin, je vais passer seulement à une autre question, puis je reviendrai à la vôtre là, lorsque vous auriez pu la mettre par écrit si c'est plus simple, juste pour qu'on puisse poursuivre. Donc, question de Martin. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris. La ville de Vaudreuil a une usine de deuxième génération. Ils ont tout de même des odeurs. Est-ce que Terrebonne aura la même usine, donc encore un risque d'odeur malgré la nouvelle usine? Je ne sais pas si j'ai répondu à Mme Garipi, c'était la même question tantôt. Là. En fait, c'est une usine de deuxième génération qui n'est pas exactement la même chose. J'ai expliqué aussi qu'ils ont des problèmes d'odeur parce qu'ils captent les odeurs d'une bonne partie de l'usine, puis il y avait une petite partie qui ne l'était pas, qui pensait probablement que ça allait être correct, mais que là, ils vont recouvrir puis qu'ils vont régulariser. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Là. Alors, mais non, évidemment, l'objectif, ce n'est pas de vivre la même chose que Vaudreuil. Puis, ce que j'expliquais aussi à Mme Garipi tantôt, pour Mme Martin, c'est qu'à Vaudreuil, ils sont collés. C'est vraiment l'autre bord de la rue. Là. Donc, l'usine, là, tu traverses la rue, puis il y a des maisons, puis il y a un quartier qui est là. Donc, c'est beaucoup plus perceptible pour les citoyens. Là.
En tout cas, je me répète un petit peu dans la réponse. J'espère juste que c'est correct là, pour Mme Martin. Merci, M. Larrivé. Maintenant, je voyais qu'il y a une main levée. iPhone de Régence, donc vous pouvez justement réactiver votre micro. Oui, bonjour. Donc, évidemment, premièrement, merci beaucoup pour cette soirée d'information. Je trouve ça très agréable qu'on puisse au moins parler de ce qui se passe dans Urbanova. Je vais sortir un petit peu de l'usine d'épuration, puisqu'on en a parlé. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir de l'information. Beaucoup de gens ici, on veut avoir de l'information sur ce qui s'en vient. Puis je sais que M. Plante est à l'écoute. Est-ce possible d'avoir une soirée d'information telle que celle-ci, mais pour qu'on puisse apprendre les échéanciers pour ce qui est de l'autoroute, le repasse, avenue Pierre-Dansereau qui est en train de se construire avec l'aqueduc qui va jusqu'au centre de golf Versant, tout ce qui s'en vient, ça serait le fun qu'on puisse avoir de l'information sur qu'est-ce qui s'en vient, les échéanciers. Il y a beaucoup de constructions. On nous avait dit qu'il y avait beaucoup de maisons unifamiliales ou de copropriétaires. Il y a beaucoup présentement de logements locatifs. Donc, avoir de l'information sur ce qui s'en vient, sur ce qui est prévu avec des échéanciers pour d'ici les 2, 3, 4, 5 prochaines années. OK. Monsieur Régent, je vais vous appeler Monsieur Régent, je n'ai pas votre nom de famille. Moi, c'est Régent Monette. Monsieur Monette, si vous permettez, Monsieur Monette, je vais vous appeler Oui, il Monsieur n'y a pas de problème. Monsieur Monette, je vais vous inviter, on a commencé ça il y a 1 an ou 2, là, on a ce qu'on appelle un PTI, un programme triennal d'immobilisation. C'est tous nos travaux qu'on va faire dans les 3 prochaines années. Puis ça, à chaque année, on le fait. On le met à jour, on le fait. Puis à l'intérieur de ce plan triennal d'immobilisation, vous allez retrouver tout ce que vous m'avez dit au niveau des travaux. Pierre-Dansereau, la conduite maîtresse. Vous allez avoir les montants d'argent, vous allez avoir les échéanciers, vous allez avoir des explications. Probablement, puis je ne sais pas si tu préfères le test sur le site Internet de la Ville, mais je pense que vous l'avez sur le site de PTI. C'est public. Deuxièmement, on le rend public. On en fait même une présentation auprès des élus. Je ne suis pas sûr qu'elle est web diffusée, là, mais il y a une présentation qui est faite. Mais je suis pas mal certain que si vous allez sur le site Internet de la Ville, là, le PTI, là, c'est 21-23. Puis on est en préparation du PTI 22-24. Ouais. Mais là, vous m'envoyez. Là, je ne veux pas parler en bureaucratie. Là. Moi, je parle des gens ici, monsieur, madame, tout le monde. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. On a reçu un plan il y a à peu près dans le dernier mois, là, okay, qui nous parlait de ce qui s'en venait à une école. C'était tellement pas clair. Il faudrait que je vous l'envoie. Là. C'est comme si ça avait été fait à l'école primaire. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Je vous dis juste que la communication n'est pas facile. Moi, ce que je demande, c'est simple. Je peux comprendre que c'est dans les documents, mais pour monsieur, madame, tout le monde d'Urbanova, là, juste avoir une petite présentation, rien de compliqué, là, un peu comme vous faites ce soir, c'est super le fun, d'expliquer où ça s'en va avec les échéanciers. Monsieur Monette, si je peux me permettre, je suis Yann Maisonneuve, je suis conseiller municipal juste à côté, dans le fond, de mon collègue Serge. On a 2 choses. Effectivement, comme M. Larrivé l'a mentionné au niveau des PTI, il y avait une présentation l'année dernière qui était possible d'avoir même des gens sur place ou je ne sais pas si c'était aussi disponible en visioconférence. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, on l'a fait en 2019, puis on n'a pas pu à cause de 2020 et 2021 avec la COVID. Mais on avait débuté les conseils de quartier. Et c'était justement à ça que ça servait, c'est de se rapprocher puis de dire, écoutez, M. Monette, puis tout le monde, on a tel projet qui s'en vient, etc. Il y a telle chose. Ça permet de démystifier beaucoup des enjeux, puis qu'est-ce qui se passe, puis d'éviter justement d'avoir des fois quand on n'a pas d'informations, des fois, c'est des rumeurs qu'on entend ou quoi que ce soit. Puis là, finalement, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce que c'était comme projet parce que des fois, ça part sur des chiffres où on écoute les réseaux sociaux puis ce n'est pas nécessairement la meilleure source d'information les plus fiables. Donc, honnêtement, les rencontres de conseils de quartier étaient probablement la meilleure façon de pouvoir se joindre. Mais comme on a eu la COVID, ça ne l'a pas aidé, là. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il se poursuive absolument là, pour pouvoir
se rapprocher, dans le fond, puis vous écouter davantage. Mais autant pour Serge, moi, que tous les conseillers, si vous envoyez, vous avez des questions ou quoi que ce soit, on va toujours être disponible là, pour Monsieur Maisonneuve, c'est parfait ce que vous dites là. Dans le fond, ce que je vous dis, puis je vous simplifie la tâche, j'étais, moi, une présentation qui était dans le boisé dans le temps parce que je demeurais là. La même chose, mais au lieu de déplacer tout le monde, je vous dis juste qu'une petite présentation, comme vous faites ce soir-là, simple, d'expliquer un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec les plans, ça serait parfait. Ça serait le fun pour la communauté d'Urbanova. Bien, absolument. C'est des choses qui avaient été pensées avec la COVID, de revoir les moyens. Ce sera peut-être ça qui pourra être choisi par la suite. Mais pour les problématiques que vous venez de me parler, je vais en glisser un mot à mon collègue Serge pour Serge Gagnon. Serge, non, mais Serge, moi, je trouve qu'il fait une bonne job. Là. Oh, là, je dis juste, puis je le répète, je ne suis peut-être pas clair. Là. Ça serait intéressant d'avoir une présentation telle que ce soir aux résidents d'Urbanova pour présenter les échéanciers et ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui se fait. On est au même point, j'avais compris la même chose. OK. Mais je n'avais pas compris la réponse. OK. C'est bon. Merci. Est-ce que c'était complet pour vous, monsieur? Je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, mais c'est correct. Là. Je comprends qu'on. J'ai l'impression qu'on ne veut pas me donner de réponse. J'aimerais qu'on ait une. Oui, bien écoutez, moi, il faut qu'on regarde avec la direction générale pour pouvoir donner des alignements, voir si c'est possible de pouvoir le créer à court terme. Mais je pense que c'est possible, comme je vous dis. Monsieur Larrivée est là, puis on va pouvoir voir là-dessus. C'est pour ça que j'en glissais un mot à Serge Gagnon. Je pensais que vous aviez compris. Dans le fond, la demande du conseiller de l'endroit, il va pouvoir acheminer sa demande à l'administration. Comme la même chose qu'il a faite pour aujourd'hui, c'est à sa demande qu'on est là aujourd'hui, donc on peut avoir la présentation. Donc, la même chose pourrait se faire tout simplement au courant des prochaines semaines. Là. Ça répond à votre question? Oui. Oui. Bien, je vais faire la demande. C'est bon. C'est bon. On va suivre la suite. Merci. Donc, nous avons aussi une question écrite de la part de Richard Migneron. Elle se lit comme suit. Quelle va être la capacité de la nouvelle usine par rapport à l'actuelle? Environ x2. Environ x2. Donc, on est autour de 35 ou 40 000 mètres cubes jour. Puis, on va tomber à autour de 70 mètres cubes jour à l'ultime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usine, on la construit pour une augmentation de peut-être 20 000 mètres cubes jour pour la première étape. Puis, il y aura construction de petits éléments. Le bâtiment va être final. Mais il y a des petits éléments qu'on va greffer au fur et à mesure de nos besoins pour ne pas avoir à payer une infrastructure tout de suite qui va nous servir pour les débits ultimes dans 25 ans, dans 30 ans. Donc, c'est comme ça que l'usine a été construite. Puis, l'usine a été prévue pour l'ensemble d'Urbanova puis l'ensemble des constructions là, dans Terrebonne qui sont liées par cette usine-là, parce qu'il y a d'autres usines à Terrebonne. Il y en a 3, il y en a 2 autres, il y en a 3 au total. Donc, pour celle-là, on a convenu de toute la construction d'Urbanova, donc c'est pour 25 ans. Donc, c'est x2. On est à peu près à 35, 40, on devrait atteindre le 70 à l'ultime. Merci, M. Larrivée. Si je peux me permettre un commentaire aussi qui est entré par le clavardage, donc de Hugues Baudouin. Merci et bonne présentation. On comprend mieux la situation et surtout que ce processus est super long. À nous de voir si on peut vivre avec ces inconvénients. Je céderai maintenant la parole à Huet. Je suis désolée, je n'ai pas votre prénom, donc je ne peux que lire ce qui apparaît là, à mon écran. C'est correct, il n'y a pas de problème, merci. Oui, j'avais une dernière question en lien avec la capacité pour tourner avec l'usine d'épuration. On
on voit clairement, là, suite à la présentation, comme quoi qu'il y a un lien direct entre la capacité, le nombre d'œufs usés qui est envoyé à l'usine versus les odeurs, contrairement à ce que M. Gagnon et le maire Plante nous ont écrit sur les réseaux sociaux. Là, il y a un lien direct de ce que je comprends. La question est la suivante. Pourquoi on continue ou vous autorisez à continuer le développement des résidences, sachant justement qu'il y a un lien direct entre les deux? Donc, ce que j'expliquais tantôt, là, je sais que là, ça fait plusieurs fois que vous me dites qu'on dépasse les capacités, puis on dépasse les capacités. Là. Je vais répéter, là, on dépasse les capacités de façon ponctuelle lorsque certaines usines sont délinquantes. Je vais dire ça comme ça. Là. Parce qu'en temps normal, l'étude qu'on a faite, notre capacité de traitement, on est correct, on est capable. Ce qui est prévu dans Urbanova est déjà comptabilisé dans tout le rapport, je l'ai expliqué tantôt, là, dans tout le rapport, tout ce qui se construit dans Urbanova, la phase 1, là, le PAT 1 qu'on appelle, là, tout ce qui est, c'est déjà autorisé, c'est déjà comptabilisé. Puis il nous reste un excédent. On ne pourrait pas construire le PAT 2 là, demain matin dans son ensemble. Il n'aura pas assez, mais on pourrait en faire un bout. On serait capable d'en faire un bout. L'usine, à partir du moment où les usines ou les industries délinquantes là, sont contrôlées puis il n'y a plus de problème, il nous reste encore 1000 quelques cent portes à développer. Là. On est capable de le faire. Mais on ne pourra pas dépasser ça. Ça, demain matin, on a une demande pour 1000 quelques cent portes. On peut dire oui si nos usines sont correctes, mais on ne pourrait pas faire une deuxième phase ou en autoriser d'autres. Tant ou si longtemps que l'usine ne sera pas débutée ou la construction ne sera pas débutée, le ministère ne l'autoriserait pas. Et le ministère, il contrôle tout ça, ils savent exactement les rejets qui arrivent, qui sortent, là, dans le fond, là, qui s'en va à la rivière. C'est contrôlé. Je vous l'ai dit tantôt, notre rapport, c'est contrôlé. Maintenant, c'est à nous à faire une vigie auprès. Puis bon, il y a eu, on l'a expliqué tantôt, là, il y a la température, il y a les chaudes températures aussi qui sont venues influencer les odeurs. Il y a aussi le manque de pluie qui sont venus influencer. Il y a le bris d'un aérateur, d'une soufflante qui a contribué. Là. C'est un ensemble de facteurs qui ont contribué à ça. Donc, je réitère, là, je ne veux pas qu'on parte ici ce soir en disant l'usine est surutilisée puis on est plus que la capacité. Ce n'est pas le message, pas du tout. Là. J'ai voulu vous expliquer les faits, j'ai voulu être très transparent, vous expliquer la réalité des choses, mais j'aimerais ça que le discours demeure ce que j'ai dit et non que l'usine est en surcapacité. Là. Non, je comprends très, très bien ça, puis je comprends comme quoi qu'il y a des pics justement en lien avec les usines, vous l'avez très bien expliqué, c'est très, très compréhensible, on comprend ça, mais le fait d'augmenter quand même le nombre de résidents ne vient pas régler la situation, les pics vont toujours demeurer. Donc, c'est comme si, parce qu'il y a les pics qui vont arriver, puis parce qu'il y a de la place pour plus de résidents, on continue avec les résidents. On ne serait pas mieux tout simplement de stopper un peu le nombre de résidences qui sont construites pour justement laisser plus de place aux pics, question que les résidents d'Urbanova ne soient pas incommodés plus qu'autrement par les odeurs. Les pics, là, ils dépassent nettement, bout de beaucoup. Fait que même si demain matin, je regardais, il n'y a plus de maison, c'est fini, il n'y a plus rien qui se passe, à partir du moment où j'ai des pics, c'est fait. Là. Puis les pics, des chaudes températures, des problèmes avec l'aération de l'eau, les pluies, tous les éléments. Ce n'est pas juste, c'est l'ensemble des éléments qui fait qu'il y a des odeurs. Donc, même si demain matin, il n'y avait plus aucune construction, zéro, on vivrait ça quand même. Puis l'ajout des maisons, parce que, comme vous l'avez dit, il y a des maisons qui se continuent à construire parce que c'était déjà comptabilisé. Ce n'est pas eux autres là, qui est le problème. Là. C'est rien, c'est très marginal sur 37 000 m3 jour. D'ajouter quelques maisons, c'est quelques litres qu'on rajoute. C'est vraiment marginal. C'est vraiment le problème, c'est l'ensemble des éléments que je vous ai exposés un petit peu plus tôt là, dans ma présentation. Là.
Fait que parfait. pour moi, Merci. non, je ne pense pas que le fait de tout arrêter, toute construction qui est déjà approuvée, ça règle le problème. Puis ça ne l'augmente pas non plus. Donc, de ce que je comprends, c'est que la phase numéro 2 qu'on a parlé tantôt ne se produira pas tant aussi longtemps que la nouvelle usine ne sera pas en fonction. Dans les échéanciers, c'est à peu près ça. Mais je veux quand même être certain que ce que j'ai dit, c'est qu'on avait de la place pour environ 1000 quelques cent portes. Alors, la phase 2 qui comprend plusieurs portes, s'il faisait une phase à 1000 portes, bien, il pourrait être admissible parce qu'il y a de la place pour 1500 portes. Donc oui, mais dans les faits, ça c'est la théorie, mais dans les faits, on n'a pas fini de travailler avec eux. Il y en a encore pour un certain temps, puis ils n'arriveront pas avant 23. Fait que, hypothétiquement, je pourrais dire une partie de du PAD 2 serait admissible, mais c'est hypothétique parce qu'on n'est pas rendu là dans les études avec eux. Puis dans les échéanciers qu'on a avec eux, on s'enligne plus vers de la construction 23. Ce qui concorde en même temps avec l'usine de traitement des eaux usées. Puis l'autre affaire, c'est que la conduite maîtresse. Le monsieur, tantôt, en a parlé, M. Régent, je me rappelle de Régent, je ne sais pas son nom de famille. Donc, il a parlé de la conduite maîtresse. Bien, elle aussi, il faut qu'elle soit construite pour pouvoir accueillir le PAD 2 et les autres développements là, dans Upanova. Fait qu'il y a deux effets. Là. Il y a l'usine de traitement des eaux usées et la conduite aqueduc. Très bien, merci. Merci. Donc, nous avions aussi simplement un commentaire là, qui est de Thomas D. Dupuis qui disait « Je suis d'accord aussi, rencontre Zoom sur les autres phases et le viaduc. » Et finalement, ceci semble être la dernière main levée. Donc, pour l'instant, Madame Martin, je réactive votre micro. Faites-moi signe si ça ne fonctionne pas. Là, on va... là, je pense que ça fonctionne. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci de on vous votre voit patience. En plus. En fait, je me demandais, vous parliez de la station qui allait arriver en 2023 environ, mais d'ici ce temps-là, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour réduire les odeurs? Là, j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais c'est quand même quelque chose qui est difficilement tolérable. Puis, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous suggérez d'autres solutions? Oui, il y en a d'autres. Justement, on en parlait avec M. Caron. Là. Oui, il y a des choses qu'on va accentuer. On est en train de regarder pour voir rajouter une soufflante. Déjà qu'on en a rajouté, là, qu'on est à 120 %, là, on serait capable, avec certaines modifications, on serait capable d'en ajouter encore de l'air dans l'eau qui nous aiderait. Ça serait un élément qu'on va regarder. Le deuxième élément, c'est d'avoir peut-être, parce que le règlement sur la CMM qui interdit des rejets, donc les industries, quand on réussit à les attraper, à part Tergel, puisqu'on a une entente, il y a des pénalités, fait que ça on est en certain contrôle. Cependant, les autres industries qu'on cherche puis qu'on trouve, qui nous amènent des polluants, on est en train de... Le règlement de la CMM dit que tu n'as pas le droit. Mais outre dire que tu n'as pas le droit, il n'y a pas de conséquences. Alors, là, on va montrer les dents. On va regarder dans les prochains mois, faire un règlement, nous, à la Ville, qui dit aux entreprises, tu dois respecter les rejets de la CMM. Puis nous, Ville, on va mettre des dents. On va mettre des montants d'infraction. Si on t'attrape, ben, tu vas payer. Fait que ça serait d'autres éléments qu'on pourrait faire au cours de la prochaine année, qu'on pourrait ajouter à la liste là, qu'on a déjà. Mais vous comprenez que c'est technique, mais oui, on réfléchit encore pour essayer justement de diminuer. Fait que, oui, c'est des pistes de solutions
qu'on envisage là. Fait que oui. Est-ce qu'il y a un budget qui est alloué par rapport à la mise en place de ces règlements-là, puis de toute la main-d'œuvre aussi que ça peut générer, d'aller vérifier, puis tout ça, les industries? OK. Au niveau il n'y a pas de budget parce que, comme je dis, je ne sais pas si vous avez vu la présentation tantôt, un des éléments, c'est un des facteurs qu'on a mis en place, c'est qu'on a engagé une ingénieure à temps plein. Puis son rôle, c'est de faire la surveillance. Elle le fait déjà, là, la surveillance. Donc là, tout ce qu'elle va avoir à faire, elle va avoir un règlement. Faire un règlement, ça ne coûte rien. Alors, elle va avoir un règlement en main pour dire, tu es en infraction, mais maintenant, tu vas payer une amende. Là. Fait que il n'y a pas de ressources supplémentaires. Okay. Donc, non, il n'y aurait pas de frais. Les seuls frais, c'est si on ajoutait un aérateur, une soufflante supplémentaire. Mais bon, c'est dans l'ordre, dans un budget de 260 millions à la ville, on est capable de faire. En tout cas, là on est. M. Caron imaginait qu'on était capable d'ajouter une soufflante, puis de regarder les possibilités de le faire, puis de dire, ouais, je pense qu'on pourrait le faire. Donc, ça serait une option. Mais ça, il y aurait un frais rattaché à ça, mais bon, c'est pas. Probablement qu'avec les conséquences, c'est ça. que ça va générer, ça pourrait Exactement. Les bénéfices. Les bénéfices, ça en vaut le coup, clairement. Donc, on a déjà ajouté des soufflantes, mais là si on veut en rajouter d'autres, il faut faire des petits travaux connexes, puis ça serait probablement possible de le faire. Donc, oui, mais oui, tout à fait. Moi, je ne regarde pas les coûts dans ce cas-là, pas du tout. Parfait. Puis sinon, dans les autres, est-ce qu'il y a un système de traitement des odeurs qui pourrait être installé de manière temporaire, par exemple? T'sais, en attendant que l'usine soit fonctionnelle, est-ce qu'il y a, sans que ça implique une installation permanente, mais des choses qui pourraient être faites? Il y a des choses, il y a le brumisateur, là, c'est permanent, c'est toujours là. C'est peut-être juste l'été, par exemple, là, évidemment, parce que c'est l'été, là, le problème, on a fait l'hiver, parce qu'il n'y a pas de problème, là, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Mais le brumisateur, lui, il fonctionne en permanence. Je l'appelle le Febreze, là. C'est un produit qui est de l'huile essentielle qui est mis au pourtour pour essayer d'atténuer. Mais ça a un effet, oui, mais ça n'a pas un très, très gros effet. Là. On l'a mis en place. Ça a sa raison d'être, mais ça, c'est en permanence. Les aérateurs, ça va être en permanence. En tout cas, je vous dis, si jamais on a des idées d'ici les prochains mois, prochaines semaines, mais je vous dis, M. Caron, là, il travaille, il sait, ça fait longtemps qu'il est dans le dossier, ça fait longtemps qu'il est à la ville. Puis tout ce qui a été mis en place, c'est lui qui a mis ça en place, qui trouve des solutions, mais on est toujours en recherche constante de solutions. Là, je viens de vous en énumérer 2, puis on va toujours continuer à essayer de voir comment on peut atténuer le plus possible. Mais je vous dirais que le gros enjeu, c'est les industries. Il faut vraiment mettre nos efforts là. Si on pouvait contrôler ces industries-là, ça l'aiderait beaucoup. Et... Puis est-ce qu'il y a moyen de voir, vous parliez de M. Caron qui est en train de réfléchir aux stratégies, qui met des choses en place aussi, là, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir, déjà pour nous donner un sentiment que les choses avancent ou qu'il y a des choses qui sont mises en place, puis de voir que ça a un petit impact, quelque chose à court terme, parce que, juste pour voir concrètement, puis c'est pas pour surveiller, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont plus bénéfiques, qui aident plus, ou en tout cas qu'on ait un suivi. Ouais, c'est parce que ça nous concerne un peu tous, finalement. Fait que je comprends. Comme je dis, on est en amélioration continue. Là. On essaye. La seule chose que je peux peut-être, si ça peut vous donner espoir, je l'ai dit tantôt, la nouvelle usine, c'est quand même des gros montants d'argent. On ne conçoit pas ça en l'espace d'un an. Là. C'est de longue haleine. C'est fait, c'est terminé. On est allé en soumission. On va voir avec l'analyse des soumissions, mais quand vous allez voir que le jour où on peut partir ce projet-là, je pense que c'est une source d'espoir aussi. Là. Oui, c'est vrai que c'est 20 mois.
Il y a comme 20... Bon, l'hiver, normalement, l'hiver, il n'y a pas d'odeur. C'est vraiment l'été. C'est là qu'on est dehors. Hein, c'est là c'est le pire moment. Là. Je parlais vraiment plus à court terme. Je pense que probablement Cuisine, ça va régler une bonne partie de la question en 2023. Puis si c'est plus tard, ça sera plus tard. Mais elle va arriver un jour. Mais d'ici là, c'est quand même long. de tolérer ça. Fait que de voir s'il y a des petites solutions à court terme qui peuvent être mises en place pour réduire ça, ça pourrait être... Puis d'y avoir accès, de voir ce qui se fait d'ici ce temps-là. C'est juste un petit fichier Word ou quelque chose qu'on peut consulter facilement. OK, je comprends. Vous voulez plus d'informations dans ce Oui, de dire, finalement, on a ajouté... on a fait ça. Un souffleur dans le... Oui, okay. Ou... c'est quelque chose de très concret. Mme Martin, tout à fait. Puis je pense que ça va un peu dans l'axe que M. Régent expliquait tantôt, d'avoir peut-être des périodes d'information ou aussi. Des choses comme ça, puis qui va aller au-delà peut-être de juste les odeurs, mais peut-être d'autres choses que vous vous questionnez. Là. Je pense que dans cet axe-là, ça peut très bien se faire. Oui, clairement. Mais je veux juste répéter, c'est que le plus grand effort-bénéfice. Je pense qu'il faut s'attaquer aux industries pour avoir le maximum de bénéfices. Si nos énergies, on va les mettre ailleurs, mais la plus grosse énergie, je pense que c'est là qu'il faut la mettre. Mais oui, dans le programme d'information, j'en prends note. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Martin. Il restait une question dans le clavardage ainsi que 2 commentaires. Donc, la question dans le clavardage de Mme Gariepi. Un changement d'équipe le 7 novembre peut-il changer le cours des choses? Écoutez, moi, je suis un directeur général adjoint, je suis administratif, un conseil souverain. Alors, c'est ça, un conseil souverain, il pourrait décider de toute autre chose. Alors, là, ça serait juste hypothétique. Donc, la seule réponse que je peux dire, c'est ça. C'est qu'il y a des élections, il y a un conseil qui va être là. Puis, il sera libre à lui de décider. Mais est-ce qu'il va changer les choses? Il n'y a personne qui peut, qui peut dire ça. Merci, M. Larrivée. Les 2 commentaires suivants étaient de Martin. La présentation était prévue de 18h à 19h. Je vous remercie pour votre accessibilité et d'être resté jusqu'à l'épuisement des questions. Merci aussi pour la présentation. Un commentaire également de Marjolaine Lalonde. Merci aux organisateurs pour votre disponibilité et vos explications. Et un commentaire de Sylvain Brière. Donc, le PTI peut être modifié du jour au lendemain par le Conseil. Une question. Le PTI, encore là, comme je dis tantôt, un conseil, c'est souverain. Donc, le PTI 21-23 est approuvé, évidemment, par le conseil. Le prochain PTI va être approuvé par le prochain conseil. Alors, au mois de novembre. Fait que nous, administrativement, on va faire état de tous les travaux qui sont à faire. Puis après ça, ça sera soumis au conseil qui sera en place. Puis eux décideront de l'adopter, de le modifier, de l'adopter tel quel. Et encore là, c'est hypothétique. Ils sont souverains, ils vont décider. Mais nous, au niveau administratif, on est en préparation du PTI en ce moment. Puis on est en train de le monter. Puis ça sera présenté, évidemment, à un prochain conseil. Tout à fait. Madame Martin, vous aviez également une autre question. Vous pouvez activer votre micro. Merci. Non, je me demandais, est-ce que dans les façons, les stratégies qu'on pourrait mettre en place, est-ce que la place d'un citoyen, par exemple, dans le comité, advienne des élections ou pas, est-ce que ce serait pertinent ou permis
qu'il y ait un citoyen, par exemple, qui assiste aux démarches ou qui puisse informer aussi le reste de la population d'Urbanova par rapport aux travaux qui sont faits, aux petites améliorations à court terme qui sont effectuées. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Normalement, un citoyen, le citoyen, à tout moment, peut poser des questions. Là. Oui. Il appelle à la ville, puis il demande de l'information. Puis vous êtes acheminé normalement aux personnes là, qui puissent répondre à ça. Puis ça, c'est en tout temps, c'est toujours. On essaie d'alimenter le site Internet. Là, je parlais du PTI tantôt. Pour que quelqu'un puisse avoir de l'information, il peut aller la chercher. Les séquences de développement dans Urbanova, on est en train de mettre à jour le site pour répondre à ces questions-là. On a parlé tantôt de rencontres d'information, peut-être une fois de temps en temps. Mais il n'y a pas de comité citoyen, il n'y a pas de comité de vigilance, par exemple, comme on peut retrouver des fois. C'est peut-être ça que vous faites allusion, là. Il n'y a pas de comité de vigilance. Si c'était quelque chose de perpétuel, je vous dirais, peut-être. Peut-être que ce serait intéressant d'en avoir un. Il y en a un pour le site d'enfouissement là, à Terrebonne. Le site d'enfouissement, c'est privé. Il y a un comité de vigilance de citoyens. Puis c'est bon. Mais ça, c'est perpétuel. Eux autres aussi ont des odeurs du site d'enfouissement, puis plus l'été, puis bon. Fait que... Non, ce qui m'inquiète d'ailleurs, moi, c'est la vigilance, mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que s'il y a des élections ou en tout cas que la suite du projet soit mise à l'épreuve par un changement d'administration, par exemple, ou qu'il y ait des changements de décision, qu'il y ait des réalités qui changent, là, peu importe lesquelles, puis qu'il y ait un suivi qui soit fait là-dessus, parce que là, on parle de 2023, on va tolérer jusqu'à là, mais est-ce qu'il y a autre chose qui va survenir entre-temps? En fait, c'est pour prévenir plutôt que pour... Un futur conseil, il va y avoir un futur conseil, là, il y a des élections. Un futur conseil, même si aujourd'hui, je vous dis, on se fait un comité de vigilance, un futur conseil pourrait changer. Fait que moi, je pense que là, il faut, laissons la démocratie s'exprimer. Hein, c'est ça qui va arriver bientôt. Puis après ça, je pense qu'on verra quelle sera la suite. Mais ce serait hypothétique de vous dire qu'est-ce qui pourrait arriver. Là, mais même si vous gardez, si vous restez à votre poste aux élections, le plan, c'est ça. Puis vous est-ce que vous me pointez moi? Là? Moi, je ne suis pas élu. Non, vous, je parle de l'administration actuelle, vous et vos collègues. Là, je ne sais pas, c'est pas vous personnellement, mais est-ce que l'administration Plante s'engage à suivre cette route-là, du moins du mieux possible, puis de faire des engagements à ce niveau-là? Est-ce que c'est un engagement, finalement? C'est sûr que ce soir, moi, j'étais là pour répondre administrativement à la problématique. Là, vous m'amenez sur un terrain politique. Alors, faites vos démarches auprès de ceux qui sont en place, puis posez-leur la question, en fait. C'était plus pour voir si c'est un engagement. Là, il y a des soumissions qui sont... Il y a toutes sortes de démarches là, qui sont déjà enclenchées. Est-ce que c'est le plan, c'est ça qui va continuer, peu importe ce qui arrive, finalement? C'était plus ça ma question. J'imagine que l'administration qui est en place, qui a mis tout ça en place, j'imagine qu'elle va le poursuivre. Mais là, je ne veux pas parler... Oui, c'est pas... C'était peut-être trop formel comme question. Mais, je comprends. Merci de votre compréhension. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci. Merci, Mme Martin. Je ne vois pas d'autres questions là, dans le clavardage et je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, à moins que quelqu'un se manifeste, je pense que nous avons épuisé toutes les questions que vous nous avez présentées. Donc, permettez-moi donc au nom de la Ville de Terrebonne, en fait, de vous remercier d'avoir été des nôtres ce soir et d'avoir participé quand même, on peut dire, en grand nombre. Il y a quand même eu
un bon nombre d'auditeurs à cette rencontre. Donc, c'est ce comme mentionné plus tôt, effectivement, la rencontre de ce soir qui est enregistrée sera déposée en fait sur le site web, sur la page web qui s'intitule Odeur Urbanova. Là. Donc, elle sera disponible ainsi que la présentation PowerPoint. Donc, vous pourrez la visionner à nouveau ou consulter le document aussi là, à titre de référence. Et si quelqu'un avait besoin du lien, c'est facilement trouvable pour quelqu'un qui aurait pu se joindre parmi nous. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente fin de soirée.